Bonjour à tous et à toutes, merci de cette fidélité, de nous suivre sur ces matinales qu'organise l'Ordre national des infirmiers. Et pour le fois, nous avons choisi de nous intéresser à l'endométriose. C'est la première matinale sur ce sujet-là, parce qu'il y a un vrai besoin d'en parler, il y a une vraie nécessité pour la profession infirmière. D'autant plus, c'est quand même une pathologie qui concerne entre 1,5 million à 2 millions de femmes, d'après les recensements. Et donc, ça reste quand même quelque chose qui est lié à la sexualité, on va le dire, et qui donc relève un peu de l'ordre du tabou. Et c'était important qu'on lève le voile sur ce sujet-là. Je vais simplement requalifier ce qu'est l'endométriose. C'est une maladie chronique qui consiste en la présence, en dehors de la cavité de l'utérus, de fragments de tissu qui croissent et se disséminent par poussée pendant les règles. Elle se manifeste par des douleurs pelviennes pendant les règles et pendant les rapports sexuels, par des douleurs thoraciques le long du nerf sciatique et donc également causer une infertilité. Pourquoi l'Ordre des infirmiers s'intéresse à ce sujet-là? Pour plusieurs raisons. D'abord, 85% de femmes dans notre profession, des soignantes, donc qui vont être amenées à prendre en charge dans des services spécialisés de gynécologie obstétrique, mais également des infirmières scolaires qui vont être à même de détecter par certains symptômes des problématiques et adresser les patients. Également des femmes donc, qui peuvent elles-mêmes être patientes et donc sujet de la pathologie, et elles-mêmes peut-être mères également, avec un devoir d'alerte et d'alerte vers leurs enfants de façon à prévenir les choses. Donc ce qu'on souhaite, c'est lever le voile sur cette pathologie à ce jour, et qui est finalement un diagnostic assez tardif, mais je suis prêt à me faire contredire, on dit à peu près 7 ans environ, et c'est donc un sujet qui est absolument essentiel de repérage, et d'autant plus qu'il y a quand même un aspect de traitement curatif qui est toujours en attente, et donc peut-être qu'on va pouvoir développer plus avant, par un repérage précoce, des prises en charge. C'est ce qu'a voulu le président de la République par la stratégie nationale de lutte contre l'endométriose qui a été lancée en février dernier. Et donc, il y a eu une impulsion politique forte à ce sujet-là, avec un programme d'investissement dans la recherche sur l'endométriose, avec des cohortes de patientes déjà existantes en France et qui va permettre de constituer la plus grande base de données épidémiologiques au monde. Et donc, nous accueillerons dans quelques instants l'une des plus éminentes chercheuses. Et puis, c'est également un deuxième axe de travail qui a été porté par cet acte politique, c'est la création de filières territoriales spécifiques à l'endométriose et qui vont permettre d'améliorer la prise en charge des patientes au plus près du terrain, de façon à éviter les déplacements et à finalement être plus efficace de façon répartie sur le territoire. Donc, on l'a dit, de la recherche, de la proximité, tout ça pour mieux connaître, pour accroître la connaissance de l'endométriose, non seulement parmi les professionnels de santé infirmiers, mais plus largement, parce que nous n'avons pas que des professionnels qui regardent ces matinales, vers le grand public, pour sortir de l'ombre, lever le voile, parce que c'est à la fois une maladie sociale, mais également un enjeu de santé publique qui concerne la fertilité et qui a des effets directs sur la santé sexuelle et reproductive, la qualité de vie de ces femmes qui en sont concernées. Donc on souhaite vraiment prendre une part active dans la communication autour de cette action, par la sensibilisation à la fois des professionnels de santé, mais également de la population générale, et par des communications qu'on mènera au fur et à mesure, et quelque chose qui certainement sera appelé à devenir, comme notre participation à Octobre Rose ou à Movember, un marronnier, même si ce n'est pas le terme infirmier, mais quelque chose qui sera itératif pour savoir où on en est au fur et à mesure de développement, et faire en sorte de continuer à pousser ce sujet-là. Je laisse la parole à Benjamin Viala qui va nous mettre le maître du temps de cette matinale. Merci Monsieur le Président. Donc, avant de présenter nos intervenantes, vous l'avez dit, l'endométriose est une maladie qui touche une femme sur 10. Elle a longtemps été considérée comme une maladie taboue, comme le sont souvent les pathologies gynécologiques, mais peut-être encore davantage parfois au nom des préjugés qui sont véhiculés jusque chez les soignants en rapport avec les douleurs menstruelles. Pour nous, en parler aujourd'hui et contribuer ainsi à la formation et à la sensibilisation des infirmiers et des infirmières qui nous suivent, mais aussi du grand public, nous accueillons donc des spécialistes reconnus de l'endométriose. Yasmine Kando, vous êtes présidente de l'association Endo France. Madame Marina Gvaskov, vous êtes épidémiologiste et chercheuse à l'INSERM.
Vous êtes donc en direct sur le plateau avec nous. Et ensuite, sont avec nous en visio Madame Elena Cuny, chargée de mission à l'association filière endométriose Nouvelle-Aquitaine, qui est en visio avec nous depuis Bordeaux, et Madame Ève-Marie Rémy, infirmière rattachée à l'unité endométriose du CHU de Toulouse, qui est en visio avec nous, donc depuis le CHU de Toulouse. Merci à toutes d'avoir accepté de participer à cette matinale. Donc, nous allons donc nous intéresser dans un premier temps à l'état des lieux de cette maladie. Madame Gvaskov, vous êtes épidémiologiste et chercheuse à l'INSERM. On parle aujourd'hui de l'endométriose comme il s'agissait d'une pathologie récente. Mais pour remettre les choses à leur place, pouvez-vous nous expliquer depuis quand cette maladie existe-t-elle et y a-t-il de plus en plus de cas d'endométriose aujourd'hui? Alors l'endométriose, c'est une maladie qui existe depuis toujours, elle existe depuis l'Antiquité. Simplement avant, elle était plutôt identifiée comme une maladie psychiatrique peut-être, on parlait beaucoup d'hystérie, mais en fait elle a toujours existé. Donc, pourquoi on en parle plus maintenant aujourd'hui? Parce qu'il y a eu un travail formidable de différentes associations de patientes, comme EndoFrance, EndoMind, EndoAction et puis également Info Endométriose, qui depuis quelques années ont vraiment réussi à sensibiliser le grand public sur la maladie. Il y a aussi différentes célébrités qui ont pris la parole pour dire « moi je suis atteinte de cette maladie ». Voilà, grâce à tout ça, c'est vrai en France mais aussi dans le monde, on a pu vraiment beaucoup plus parler de la maladie aujourd'hui. Alors est-ce qu'il y en a plus aujourd'hui? C'est difficile de le dire parce que c'est une maladie qui est complexe et qui est difficile à diagnostiquer. Donc vous l'avez dit, il y a un délai de diagnostic de 7 ans en moyenne. Et en plus, il y a des cas qui sont asymptomatiques, qui n'ont pas de symptômes et qui peuvent passer donc plus inaperçus. Donc c'est extrêmement compliqué et on a du mal à compter les cas. Donc jusqu'à présent, l'incidence de la maladie qu'on avait, c'était à partir des bases médico-administratives ou à partir des registres hospitaliers. Et donc c'est une information assez incomplète. Et donc est-ce qu'il y a plus d'endométriose diagnostiquée aujourd'hui? Peut-être, certainement, puisqu'on parle plus de la maladie. Mais est-ce que c'est une augmentation réelle de l'incidence ou est-ce que c'est un artefact dû au fait qu'on en parle plus? Ça, voilà, on ne peut pas le dire. Certainement un petit peu des deux effets. Merci beaucoup. Et afin de mieux cerner pour le grand public cette maladie, est-ce que c'est une maladie qui peut se soigner? Alors c'est une maladie pour laquelle on traite sur tous les symptômes. Donc on va proposer des antalgiques, donc des antidouleurs. On va proposer aussi des traitements hormonaux pour supprimer les règles ou bien pour essayer de supprimer les symptômes, les douleurs. On va proposer aussi, dans certains cas, un traitement chirurgical donc pour retirer les lésions. Et puis, certaines fois, quand il y a des douleurs neuropathiques qui touchent les nerfs, on va proposer des traitements qui ciblent le système nerveux central. Maintenant, on dit que l'endométriose, c'est une maladie qui est souvent chronique. Et il semble qu'il y ait des cas de lésions qui peuvent régresser, mais on a du mal à avoir une vision très nette de dans quelle proportion la maladie peut régresser. Donc voilà, est-ce que c'est une maladie qui peut se soigner? Bien, il semble que certaines patientes vont mieux avec certains traitements, mais on a aussi des patientes pour lesquelles on n'arrive pas à améliorer les symptômes et qui vivent quotidiennement avec des douleurs très handicapantes. Je vous remercie. Le président Chamboredon l'a rappelé en ouverture, le diagnostic de la maladie est souvent très tardif. À partir de quand faut-il commencer à consulter? Alors, il y a des symptômes très évocateurs de la maladie qui ne sont pas spécifiques à l'endométriose, mais qui sont très évocateurs. Donc, quand il y a des dysménorrhées, c'est-à-dire des troubles de douleur pendant les règles, qui ont un impact très important sur le quotidien, qui empêchent d'aller au lycée, qui empêchent d'aller à l'école, sur son lieu de travail, qui fait qu'on est obligé de rester couché tellement on a mal, et que quand on prend des antidouleurs, ça ne passe pas. Là, il faut se poser la question, est-ce que c'est l'endométriose? Est-ce que, en tout cas, il y a un problème et donc il faut consulter. Et quand on est, peut-être, c'est pertinent de dire par rapport à la profession infirmière de manière générale, quand on entend parler d'une personne qui a des symptômes depuis longtemps, toujours les mêmes, donc ils sont dysménorrhées, dyspareunie, troubles digestifs, fatigue, etc., eh bien il faut penser à cette maladie. Merci beaucoup, Madame Cando. Vous présidez l'association EndoFrance qui compte aujourd'hui 120 bénévoles. Comment expliquer que l'on mette aussi longtemps aujourd'hui à diagnostiquer l'endométriose?
Alors, il y a plusieurs choses à cela. La première chose, je pense, c'est que c'est une maladie de l'intime, c'est une maladie qui touche l'intimité des femmes, donc c'est difficile pour elles d'oser en parler, d'oser dire j'ai mal pendant les rapports, j'ai mal pendant mes règles, surtout que ça touche une femme sur 10, donc 9 autres autour de soi vont bien, et c'est toujours un peu compliqué. Il y a aussi le fait que pendant très longtemps, on a banalisé la douleur de la femme et la douleur ressentie pendant les règles. Je crois que la majorité, pour ne pas dire la totalité des femmes atteintes d'endométriose ont entendu au moins une fois dans leur vie mais c'est normal, cette douleur, elle est logique, c'est toi qui es un peu douillette. Voilà. Et c'est contre ça qu'il faut lutter. Et puis le dernier point, le troisième point qui pourrait expliquer ça, c'est que on s'est heurté aussi à une méconnaissance de la maladie, un manque de formation des professionnels de santé en fait. On entend encore aujourd'hui, en 2022, certaines jeunes filles nous dire « mon médecin m'a dit que j'étais trop jeune pour avoir une endométriose ». Et non, voilà, on n'est jamais trop jeune pour avoir de l'endométriose, elle commence forcément à l'adolescence. Et d'autres disent « mon médecin m'a dit que j'avais déjà eu un enfant, donc ça ne peut pas être de l'endométriose ». Voilà. Donc c'est un petit peu contre toutes ces idées reçues-là que l'association lutte avec ses 120 bénévoles. L'émission, c'est soutenir, informer, agir, soutenir les personnes atteintes d'endométriose, leur entourage, informer le public, les publics, parce que aussi les professionnels, on intervient aussi dans la formation des professionnels, voilà, les informer sur la maladie, sur l'impact sur le quotidien, et puis bien sûr agir avec les pouvoirs publics et les professionnels pour améliorer le parcours de soins des malades. Selon vous, qu'est-ce qui a changé avec l'adoption de la stratégie nationale de lutte contre l'endométriose ? La toute première chose, je dirais, c'est qu'il y a enfin une réelle prise de conscience au plus haut niveau de l'État, une réelle prise de conscience des pouvoirs publics sur le fait qu'il était enfin temps d'agir pour les personnes qui souffrent d'endométriose. Ça, c'est une première chose et peut-être même une première victoire, puisque ça fait 20 ans que notre association existe et on œuvrait vraiment pour arriver là. Donc ça, c'est déjà une première chose. Ce que ça va changer, on l'espère, c'est réduire l'errance médicale et réduire le délai de diagnostic qui va avec. Comment ? Par la mise en place justement des filières de soins que vous citiez tout à l'heure. L'idée, c'est que dans chaque région de France, il y ait un maillage territorial autour de ces filières pour offrir une meilleure prise en charge, prise en soin des patientes. Et puis, on espère beaucoup aussi sur la recherche. L'endométriose, aujourd'hui, c'est une maladie que l'on ne connaît pas. On ne connaît pas ses origines, on ne connaît pas ses causes, on ne sait pas pourquoi elle se développe d'une façon différente d'une femme à l'autre. Et par conséquent, on ne sait pas comment la guérir. Donc, la recherche, voilà, c'est quelque chose d'important. Jusqu'à maintenant, l'un des principaux financeurs de la recherche, c'était EndoFrance, puisque grâce aux dons de nos membres, de nos adhérents et aux dons de notre marraine, nous avons versé presque 300 000 € à la fin de l'année, ce sera même plus de 300 000 € à différentes équipes médicales qui travaillent tant en recherche clinique qu'en recherche fondamentale. Et on attend du gouvernement effectivement une enveloppe beaucoup plus importante qui va mettre en avant les projets de recherche endométriose. Ils nous ont promis entre 20 et 30 millions d'euros pour la recherche, même si c'est pour une enveloppe globale santé de la femme, l'endométriose en fait forcément partie. Donc en termes d'accès aux soins, qu'est-ce qui a changé donc ? Eh bien, c'est ces filières de soins sur lesquelles on mise beaucoup. Aujourd'hui, il y a en Île-de-France déjà 4 filières de soins qui sont labellisées par l'Agence régionale de santé. Il y en a une sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, une en Nouvelle-Aquitaine, en Bretagne. La région PACA est en train de former sa filière. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir un maillage territorial qui évitera aux patientes de faire des centaines de kilomètres pour trouver un médecin compétent pour prendre en charge leur endométriose. L'idée de ces filières de soins, c'est vraiment d'offrir une offre de soins graduée en fonction des atteintes des patientes, qu'elles puissent être dirigées vers un professionnel, que ce soit en ville ou dans une structure hospitalière, privée, publique, peu importe. L'idée, c'est vraiment de coordonner les soins et qu'elles trouvent le bon interlocuteur au bon moment. Avec des professionnels, l'enjeu c'est aussi de continuer à former les professionnels de premier recours, que sont les médecins généralistes, les gynécologues de ville, les sages-femmes, les infirmières également, de façon à ce que ces professionnels puissent orienter vers le diagnostic
ou au moins le suspecter, et puis faire en sorte que la prise en charge soit vraiment adaptée au cas par cas. Voilà. Et puis le deuxième enjeu de ces filières de soins, c'est aussi de contribuer à la formation des professionnels de santé, puisque il y a un gros enjeu de former les médecins de premier recours, les professionnels de premier recours, qui n'ont pas eu la chance de bénéficier d'une formation adéquate dans leur formation initiale. Merci beaucoup, Madame Vaskov. Madame Kando a évoqué à l'instant le renforcement des investissements en matière de recherche. Quel est aujourd'hui l'état des lieux en termes de recherche sur l'endométriose ? Alors la recherche sur l'endométriose, aujourd'hui en France, elle est majoritairement clinique. Donc il y a de nombreux groupes cliniques qui travaillent sur l'endométriose et qui sont reconnus au niveau international. Donc cette recherche-là, c'est une recherche qui a principalement porté sur des techniques chirurgicales de traitement des lésions, des techniques de préservation de la fertilité. Et donc c'est une recherche qui est importante parce qu'on n'a toujours pas de traitement vraiment adéquat. Donc c'est très important. Puis aussi, il y a beaucoup de chirurgie, donc c'est important que cette recherche continue. Mais il y a très peu de recherche fondamentale. Donc on a moins de 10 groupes qui travaillent sur l'endométriose en recherche fondamentale en France. Et ce tableau-là, il est très similaire à l'étranger aussi. Donc il y a principalement des groupes cliniques qui se retrouvent dans les congrès et très peu de recherche fondamentale. Donc cette recherche-là, elle est amenée à se développer. Et donc justement, l'un des objectifs de la stratégie nationale, et notamment de l'axe recherche dont j'étais copilote, c'est justement de développer significativement la recherche fondamentale sur la maladie. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus en profondeur de la cohorte Compare Endométriose, projet de recherche que vous pilotez et dont nous redonnerons les références en fin d'émission ? Oui, alors Compare, c'est la communauté de patients pour la recherche. Donc c'est un projet de recherche participative qui porte sur des patients et des patientes qui sont atteints de maladies chroniques, quelles qu'elles soient. Donc tout patient est appelé à participer et à se connecter en ligne sur le site compare.php.fr et à répondre à des questionnaires en ligne. Et Compare Endométriose, c'est la partie endométriose de ce projet. Donc il y a environ 12 000 patientes qui sont connectées, qui sont inscrites et qui sont suivies au cours du temps et à qui on pose des questions sur l'évolution de leur douleur, sur aussi leur passé en termes de traitement, en termes de tout un tas d'indications sur leur diagnostic, leurs antécédents familiaux, etc. Et donc dans cette cohorte, on a plusieurs axes de recherche qui sont d'abord la douleur. On veut vraiment étudier quels sont les facteurs qui ont un impact sur l'évolution des douleurs, parce que justement, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a une partie des lésions qui régressent, mais il y a une autre partie des lésions d'endométriose qui progressent, d'autres qui restent stables. Les femmes aussi entendent énormément de conseils sur le fait d'adopter tel régime, le fait de prendre tel traitement, de suivre telle thérapie. Mais en réalité, on n'a pas de données scientifiques pour pouvoir dire ça c'est pertinent ou c'est efficace dans tel et tel cas pour tel et tel profil de patiente. Donc on a vraiment besoin de collecter des données en masse, donc là sur plusieurs milliers de patientes, pour pouvoir répondre à ces questions qui sont primordiales. Et donc toute patiente, à partir du moment où elle a 18 ans et qu'elle peut répondre à des questionnaires francophones, peut participer à cette grande étude de recherche. Merci beaucoup. Et donc à la lumière de ces travaux, quels sont les points communs que vous avez pu identifier chez les femmes atteintes d'endométriose ? Alors pour l'instant, c'est une cohorte qui est naissante, on commence à avoir des premiers résultats, mais les profils communs qu'on peut identifier, ça va être surtout sur les symptômes. Donc voilà, comme on l'a dit, il y a des symptômes qui se retrouvent chez beaucoup de patientes. Le symptôme qui semble se retrouver chez quasiment toutes, c'est les dysménorrhées. Et puis ensuite, il y a des variantes de dysménorrhée plus dyspareunie. Certaines, ça va être en plus la dyschésie, donc le fait d'avoir des douleurs à l'évacuation de selles. L'aspect dysurie, douleur à la miction, ça va être encore un autre profil de patiente. Et justement, en ce moment, on a un projet de recherche avec des analyses préliminaires sur cette thématique qui vise à étudier les trajectoires d'évolution des douleurs au cours du temps. Et ce projet est d'ailleurs mené par une doctorante qui est infirmière, qui travaille avec moi en épidémiologie, qui s'appelle Solène Gouesbé. Et donc, voilà, c'est l'un des premiers projets qu'on fait sur la maladie. Merci beaucoup. Nous allons donc à présent nous intéresser à la prise en charge des patientes atteintes d'endométriose. Ève-Marie Rémy, vous êtes infirmière rattachée à l'unité endométriose du CHU de Toulouse depuis 2017. Comment fonctionne ce service et comment les patientes vous sont-elles adressées ? Bonjour à tous. Du coup, on est une unité de 6 infirmières et 8 aides-soignantes avec 8 médecins, enfin 8 chirurgiens.
Du coup, les patientes sont adressées généralement par les gynécologues de ville, les médecins de ville, et parfois aussi quand il y a des soucis de fertilité par les médecins de la PMA. Et parfois, elles arrivent directement par l'hôpital. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu la particularité de la prise en charge de ces patientes ? Généralement, c'est des patientes qui ont donc eu une errance médicale, comme on disait, environ il y a 7 ans d'attente pour avoir le diagnostic. Donc, c'est des patientes qui ont besoin d'être rassurées. Généralement, voilà, il y a besoin de prendre du temps quand elles rentrent à l'hôpital, de leur expliquer le déroulement de l'intervention, ce qu'il faut faire avant, ce qui va se passer après. Et il y a une prise en charge aussi un petit peu plus spécifique au niveau de la douleur. Parce qu'en fait, ce sont des dames qui ont des douleurs chroniques, donc elles ont déjà des traitements parfois qui peuvent être lourds. Donc, en collaboration avec les anesthésistes, il y a des protocoles pour la douleur qui sont mis en place. Parfois, sur des chirurgies complexes, sur certains soins, on peut proposer aussi des soins de support, comme la sophrologie, la psychologie. Il y a même des soignants dans l'hôpital qui sont formés pour la sophrologie. Et donc, le fait aussi qu'on soit une petite équipe, ça permet de mettre en confiance les patients. Merci beaucoup. Je le rappelle, vous êtes infirmière au sein du CHU de Toulouse. Est-ce que vous pensez qu'il est important d'insister sur la formation de vos consoeurs et confrères qui nous écoutent aujourd'hui ? Oui, c'est très très important que les consoeurs soient formés en fait pour connaître la maladie, reconnaître les symptômes, pouvoir accompagner les patientes parce que vraiment elles ont besoin d'être rassurées et donc ça permet également d'instaurer un climat de confiance. Madame Yasmine Kando, présidente d'Endo-France, est-ce que vous aussi vous confirmez le rôle clé des infirmiers dans les solutions apportées sur cette maladie ? Évidemment. Je vois même plusieurs catégories d'infirmiers ou d'infirmières. Il y a les infirmiers scolaires, tout d'abord, qui, eux, peuvent être une porte d'entrée vers le diagnostic. Et donc, c'est essentiel qu'elles soient sensibilisées à cette pathologie. Elles doivent en connaître les symptômes pour pouvoir aider ces jeunes filles qui reviennent chaque mois quand elles ont mal au ventre pendant leurs règles. Ensuite, il y a les infirmières, évidemment, en structure hospitalière. Je pense qu'il leur manque surtout du temps pour pouvoir être au chevet des patientes et redonner leur vrai rôle d'infirmière, c'est-à-dire d'accompagner le soin, d'expliquer les soins et de rassurer, effectivement, Madame l'a très bien dit, une patiente atteinte d'endométriose qui est opérée a besoin d'être rassurée sur ce qu'il va se passer, sur ce qui se passera ensuite. Et puis, il y a les infirmières à domicile qui vont soit faire des soins, on a parfois besoin de piqûres, on a parfois besoin de pansements, etc. Et effectivement, si elles connaissent la maladie, elles sont peut-être plus à même d'accompagner, d'abord physiquement, bien sûr, sur le geste qu'elles vont accomplir, mais aussi moralement. Elles vont pouvoir accompagner ces patientes et puis les adresser effectivement vers d'autres soins, leur conseiller d'autres soins qui vont pouvoir les aider dans la suite des événements. Mais pour ça, il faut qu'elles en sachent un petit peu plus sur la nature des douleurs, la nature de ce qu'impacte l'endométriose, en fait. Merci beaucoup. Madame Hélène Acuny, vous êtes chargée de mission à l'association Filière Endométriose Nouvelle-Aquitaine. Quel est son rôle et en quoi consiste la mise en place d'une filière de soins à l'échelon régional ? Bonjour, la FENA vous remercie de cette invitation. Donc, la FENA est à ce jour présidée par le professeur Claude Oquet sur le CHU de Bordeaux. Elle s'inscrit pleinement dans la stratégie nationale de lutte contre l'endométriose. Alors, elle a pour objectif vraiment principal donc, de créer ce modèle de filière de soins régionale avec comme volonté d'améliorer les prises en charge à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine. Ces 3 grands axes majeurs sont en premier lieu d'améliorer les parcours de soins,
en proposant tout d'abord au grand public une cartographie dynamique des différents acteurs de soins concernés par l'endométriose. Donc, comme ça a été évoqué par les médecins généralistes, par les gynécologues, par les infirmiers, par les kinésithérapeutes, psychologues, sexologues, et ce pour favoriser donc l'accès aux soins sur tout le territoire de la Nouvelle-Aquitaine. Aussi, le deuxième objectif est de mener des actions de liaison en soutenant et en généralisant ces réunions de concertation pluridisciplinaires, et ce, à la fois pour éviter les parcours erratiques des patients, mais aussi pour aider à favoriser la collaboration entre les différents acteurs impliqués tant dans le diagnostic que dans le traitement de l'endométriose, pour offrir des plans de soins personnalisés. Et le troisième axe, c'est donc de mener des actions de formation, tout d'abord en identifiant les besoins du terrain et en mettant en place des dispositifs de développement professionnel continu, tant pour le corps médical que paramédical. Merci beaucoup pour ces présentations. Pouvez-vous nous expliquer en quoi s'agit-il ici d'un progrès pour les patientes ? Alors, c'est un gage de rapidité de prise en charge, car actuellement, souvent, les patientes prennent la tâche auprès de plusieurs professionnels, mais il peut y avoir parfois des pertes d'informations dans ce parcours de soins entre les différents acteurs, du public, du privé, du premier recours, des centres experts, d'où des redondances. Aussi, cette collaboration éviterait aux patients de répéter leur histoire. Cela renforcerait un sentiment d'écoute et de considération, car la prise en charge se voudrait globale et pluridisciplinaire. À travers aussi cette coordination, il y a une réelle mutualisation des compétences, ce qui pourrait donc favoriser des prises en charge qualitatives. Et enfin, cette mise à disposition de la cartographie et ce travail de coordination permettent de donner accès aux patientes au plus grand nombre d'acteurs. Merci beaucoup, Madame Cuny. Une nouvelle question. Tout à l'heure, Ève-Marie Rémy insistait sur la prise en charge personnalisée de la patiente. En quoi les coopérations entre professionnels peuvent-elles favoriser cet accompagnement sur mesure ? Voilà, donc ce travail de liaison atteint à renforcer justement ces collaborations avec différents acteurs, permet de construire, comme ça a été dit, un plan de soins personnalisé, mais surtout global. Certes, il faut raccourcir les délais de diagnostic, de prise en charge, c'est primordial, mais nous devons aussi être vigilants quant aux suites à donner. Une fois les traitements réalisés, la patiente peut continuer, elle, à vivre avec des symptômes ou à suivre, par exemple, une rééducation post-chirurgicale. Et chaque professionnel, indépendamment, peut avoir, lui, ce sentiment d'avoir effectué à juste titre son travail. Mais la patiente, elle, doit poursuivre un travail d'acceptation et être soutenue. Cette collaboration entre donc les différents acteurs est donc indispensable et surtout, elle doit être maintenue dans le temps, tant pour l'aspect fonctionnel que psychologique. Merci beaucoup. Nous allons donc aborder la dernière partie de cette émission consacrée à la sensibilisation. Madame Cando, vous avez écrit une bande dessinée aux adolescentes appelée L'endométriose de Clara aux éditions Duno. Pourquoi ce livre ? Eh bien justement parce qu'on recevait énormément de témoignages de jeunes filles et puis de femmes plus âgées qui nous disaient « mais quand j'étais adolescente, c'était l'horreur et personne ne m'entendait ». Et ces témoignages, je me suis dit, il faut en faire quelque chose. Et depuis 2 ans, l'association a pour axe de communication de développer la prévention auprès des plus jeunes. Et cette BD, elle a cet usage-là d'informer, d'alerter sur les symptômes susceptibles de cacher une endométriose. Mais elle se veut bien sûr positive en disant que la prise en charge existe, que désormais, bien sûr, des médecins sont compétents pour accompagner les plus jeunes et qu'on peut vivre au mieux avec l'endométriose si on la diagnostique le plus tôt possible. Donc c'est un message informatif, un message bien sûr d'espoir aussi, mais basé sur des témoignages réels. Et c'est aussi une double lecture puisque l'endométriose de Clara, c'est comprendre la maladie pour les 15-25 ans, mais ça s'adresse aussi aux parents pour qu'ils comprennent ce dont souffre leur enfant. Ça s'adresse aussi à ces mamans qui peut-être ont eu elles-mêmes de l'endométriose et ont eu cette même adolescence compliquée, mais qui n'ont pas été entendues à l'époque. Donc voilà, il y a une double lecture.
Merci beaucoup pour ce témoignage. Madame Cuny, est-ce que vous aussi vous insistez sur les actions à mener auprès des jeunes filles? Oui, tout à fait. À terme, sur l'endométriose, nous souhaitons effectivement toucher le plus grand nombre d'acteurs. Et pourquoi pas mobiliser l'éducation nationale avec le corps enseignant et les infirmières scolaires pour lever les tabous auprès des jeunes femmes au sein de la Nouvelle-Aquitaine. Merci beaucoup. Madame Cando, je reviens vers vous. Vous insistez notamment sur le rôle primordial de la formation continue. Oui, tout à fait. C'est vrai que les demandes initiales d'Endo-France depuis les années 2000-2005, c'était d'adapter la formation initiale des professionnels de santé, parce qu'on savait très bien qu'il y avait un grand gap sur l'endométriose. Le décret qui annonce l'intégration de l'endométriose dans les études médicales de second cycle est paru en septembre 2020 et les premiers cours donnés par des experts de l'endométriose en janvier 2021. Donc c'était hier et pourtant l'endométriose, voilà, comme le disait Madame Vaskov, pardon, ça remonte à bien plus longtemps. Et de ce fait, que fait-on des professionnels qui sont en exercice aujourd'hui, qui n'ont pas eu la chance de recevoir ces cours spécifiques à l'endométriose? Donc il était important, pour nous, c'est vraiment notre cheval de bataille, la formation des médecins. Ça éviterait cette errance médicale de cette année, ça éviterait ce retard de diagnostic et ces mauvaises prises en charge aussi dont ont bénéficié certaines femmes. Et alors bien sûr, les choses vont changer aussi grâce à la stratégie, puisque maintenant l'endométriose est inscrite au DPC, puisqu'il y a des MOOC de sensibilisation, de formation qui ont été faits par des experts. Donc voilà, les choses vont changer heureusement. Merci beaucoup. Je reviens vers vous, Madame Vaskov. Vous êtes chercheure à l'INSERM. Nous avons parlé de diagnostic, de recherche et aussi de sensibilisation. Existe-t-il d'autres initiatives permettant de mobiliser le grand public aujourd'hui et permettre de lever des fonds pour la recherche? Oui, donc il y a deux initiatives dont on peut parler qui sont absolument importantes. Donc il y a tout d'abord l'Endo-Run, qui est une course qui a lieu tous les ans fin novembre, qui au départ était une course physique, c'est-à-dire que voilà, tout le monde était là au même endroit. Et puis avec la pandémie, c'est devenu une course virtuelle. Donc chacun peut participer n'importe où en France, voire dans le monde. Et donc, pour participer à cette course, donc, il faut aller sur le site endorun.fr. C'est 5,50 € pour un dossard, donc c'est vraiment très abordable. Et ça permet de lever des fonds pour la recherche, puisque ensuite, tous les fonds qui sont levés à travers cette action sont reversés à des projets de recherche. Et une partie est reversée à la Fondation pour la recherche sur l'endométriose, la FRE, qui est une fondation qui est toute jeune, qui a 1 an, et qui lance cette année son 2e appel à projet. Et donc, on peut faire des dons directement sur le site fondation-endométriose.org. Merci beaucoup. Un grand merci à toutes pour votre participation à cette table ronde. Nous retrouverons donc toutes les références que vous avez pu donner à la fin de notre émission. Je vais maintenant laisser le président Patrick Chamboredon, président de l'Ordre national infirmier, conclure cette table ronde. Merci Benjamin. Merci aux intervenantes surtout, parce que finalement j'avais brossé un tableau un peu défaitiste au départ en disant qu'il y avait des retards de prise en charge, qu'il y avait des difficultés diagnostiques et qu'il n'y avait pas de traitement. Et vous n'avez pas tordu le cou à ces réalités, mais on les a un peu adoucis, je pense, à travers toutes les propositions que vous faites et qui sont articulées autour de cette stratégie, de cette grande cause finalement nationale qui a été nommée par le président de la République. Et effectivement, vous avez parlé, beaucoup insisté sur le dépistage. Moi, je rajouterais aussi les infirmières de santé au travail qui voient 17 millions de salariés chaque année et qui, pour le coup, doivent les maintenir en bonne santé. Et, on parle beaucoup de congés pour les règles douloureuses, mais on pourrait penser aussi que c'est quelque part une endométriose qui est mal dépistée ou mal connue et mal prise en charge. Donc, on voit bien que le rôle des infirmiers, c'est un peu mon rôle, de faire du prosélytisme pour ma profession, mais je le fais très volontiers. Donc, je trouve que c'est une des pistes aussi qu'on devrait creuser. Vous avez parlé de la formation. Alors, je ne suis pas une spécialiste de la formation, mais pour le coup, on va s'y intéresser de près. On a beaucoup de conseillers nationaux qui sont cadres formateurs dans les instituts de formation. Et je vais un peu pencher plus sur la question pour voir effectivement comment c'est intégré tous ces sujets-là. Bon, on a eu une infirmière qui a témoigné, c'est vrai, sur le plan clinique, et vous avez même dit qu'il y avait une infirmière maintenant que vous accompagnez grâce à votre HDR à un doctorat. Donc, je suppose qu'on aura la prochaine fois le plaisir de vous revoir
et de revoir cette infirmière qui commencera à nous dévoiler un peu le fruit de sa recherche et de faire en sorte qu'on puisse continuer à battre ce sujet-là pour que les femmes soient mieux prises en charge et qu'on arrive à quelque chose de plus cohérent et un meilleur dépistage et une meilleure prise en charge. En tout cas, c'est ce qu'on va essayer de s'astreindre à l'ordre ici en faisant un peu peut-être comme Octobre Rose. C'est quelque chose, vous l'avez compris, qui concerne énormément de femmes. Je suis un homme à la tête de l'Ordre national des infirmiers, mais on est très sensibilisé sur les sujets de santé publique. Ça fait partie de nos missions et à ce titre-là, je vous remercie encore une fois d'être venu, d'être déplacé, peut-être pour un temps trop court, peut-être qu'il faudra en faire un peu plus. Donc je vous propose de se dire à très bientôt, de façon à repartir de ces sujets-là. Et bien entendu, comme l'a dit Benjamin, on fera en sorte de mettre tout à la fois votre bande dessinée et puis le lien pour Andorun et la fondation, de façon à ce que si on peut abonder en fonds et aider à lever des fonds pour permettre de mobiliser la recherche et qu'en plus il y a des infirmiers qui le font, ce sera très volontiers. En tout cas, généralement ces matinales sont assez suivies et on demande, enfin moi je demande à chaque fois, les infirmiers ne le regardent pas forcément, ils écoutent le podcast, mais qu'ils n'hésitent pas à diffuser largement auprès d'eux toutes ces informations qui ont eu lieu pour finalement cet acte fondateur de l'ordre qui s'intéresse à l'endométriose. Je vous remercie encore et je vous dis donc à très bientôt. Avec plaisir. Merci à vous. Merci beaucoup.